la migration et développement, état des lieux. Deuxième diapositive, s'il vous plaît. En 3, nous avons le Haut Conseil des Maliens de l'extérieur dans le dispositif national d'accueil et d'orientation des Maliens de retour. En point 4, nous aurons l'accompagnement des porteurs de projets. En point 5, la stratégie de sensibilisation. En point 6, les contraintes. Et le dernier point, les recommandations. Le Haut Conseil des Maliens de l'extérieur est l'organisation faîtière de la diaspora malienne présente dans 77 pays. Mais nous avons les bureaux dans 66 pays. Dans les autres pays, c'est des contacts, ce ne sont pas des bureaux. Dans lesquels chaque fédération d'associations est organisée en conseil de base. Créé le 11 novembre 1991, suite à une recommandation de la conférence nationale, il est reconnu d'utilité publique et représente les Maliens établis à l'extérieur dans les institutions et dans certaines instances de délibération à caractère national, conformément à plusieurs textes législatifs ou réglementaires. Et on a dit Maliens établis à l'extérieur, ici dans le texte et dans la Constitution de 1992 est un certain texte, mais vous comprendrez que souvent on parle des Maliens de l'extérieur, c'est un débat sémantique. Au Mali, ici, c'est une appellation consacrée, ce n'est pas du français. C'est comme si je disais Fatimata, Fatoumata, Fatih, Fatim, tout, c'est la même personne. Le Haut Conseil des Maliens de l'extérieur, comme je l'ai dit, est un organe consultatif qui participe à l'élaboration et à la mise en œuvre de la politique nationale de migration et des politiques sectorielles liées à la vie des Maliens de l'extérieur. Le Haut Conseil est doté d'un plan de développement institutionnel et de son plan d'action qui est en cours de relecture. Vous voyez ici sur la diapositive la photo du président du Haut Conseil des Maliens de l'extérieur avec le ministre en charge, ministre des Maliens de l'extérieur, M. Amadou Koïta. Et vous voyez le siège du Haut Conseil des Maliens de l'extérieur qui est un des éléments de la cité des Maliens de l'extérieur qui comprend également la cité d'accueil et d'orientation des migrants de retour. Il a été inauguré en mars par son Excellence, le président de la République, M. Ibrahim Boubacar Keïta, qui, il faut le rappeler, a été un des membres fondateurs du Haut Conseil à l'époque représentant l'ONG La Terre des Hommes. Donc, ce bâtiment est le siège, mais dans la même enceinte, c'est sur 1 hectare, il y a le centre d'accueil qui a une capacité d'accueil de 250 personnes. Quant à la migration et le développement, je pense que c'est la diapositive suivante, s'il vous plaît. C'est ça, la diapositive suivante. Le Mali, de par son histoire, et sa culture, est caractérisé par la grande mobilité de sa population depuis les temps immémoriaux. Les grands empires, depuis jusqu'à ce jour, les Maliens, ils mouvent. Avec une population estimée entre 4 et 6 millions à travers le monde, la migration malienne est principalement sud-sud, contrairement au débat qui fait croire que tous les Maliens sont en Europe. Ce n'est pas exact, elle est à 80% intra-africaine, moins de 10% sont dans les pays membres de l'OCDE. Le Mali est le deuxième pays après le Nigeria à disposer d'une politique nationale de migration, la PONAM, qui comporte 8 axes, avec un plan quinquennal 2015-2019. Le plan quinquennal étant achevé, la relecture du nouveau plan d'action est dans les perspectives. Les migrants maliens contribuent au développement du Mali. 538 milliards en 2017, plus que l'aide publique au développement, et aussi à la vitalité économique et démographique des pays d'accueil. Contrairement à ce qu'on fait penser, la migration n'est pas qu'un fardeau pour les pays de résidence. Il participe à la vie économique des pays dans lesquels ils se trouvent
Il participe aussi à la dynamique démographique. L'engagement de la diaspora malienne pour le développement local et national n'est plus à démontrer parce qu'on sait que dans plusieurs localités de notre pays, principalement dans les grands centres, dans les zones de départ, telles que la région de Caille et autres, les réalisations en matière d'infrastructures sont connues de tous. Et les secteurs productifs n'ont pas été priorisés dans l'intervention des migrants à cause de plusieurs facteurs. Mais comme le temps est limité, on ne peut pas rentrer dans tous les détails. Mais entre autres, il y a la faible sensibilisation des acteurs étatiques et non étatiques d'une part, et les migrants eux-mêmes d'autre part, concernant les potentialités qu'on peut avoir au Mali en investissant dans plusieurs secteurs, notamment dans le secteur de l'agriculture. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Et je suis un peu ici. En 2017, les fonds envoyés par transaction bancaire ont atteint près de 538 milliards de francs CFA selon la BCEAO. Et comme on l'a dit, il est supérieur à l'aide publique au développement, mais plus de 80% de cette panne financière sont utilisés dans les programmes de ménage, tandis que 20% seulement sont orientés vers les investissements productifs et créateurs d'emplois. Aucune statistique sur le volume des envois de fonds par les canaux informels n'est disponible, bien qu'elle pourrait représenter une proportion très importante, peut-être même le tiers du montant qui a été donné ici ou bien davantage. Mais il n'y a aucune source qui peut certifier ces envois-là. Les investissements sociaux ou productifs des migrants sont tournés vers des réalisations, comme on l'a dit, des infrastructures communautaires, la petite irrigation, la santé, l'éducation, l'hydraulique, la création de PME, PMI, l'artisanat ou les services. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Et le Haut Conseil des Maliens de l'extérieur est dans le dispositif national d'accueil et d'orientation concernant les Maliens de retour. Le Haut Conseil est membre du comité de pilotage et de sa cellule de suivi de la politique nationale de migration. À ce titre, il participe à la mise en œuvre de la PONAM dans ses différents axes. En ce qui concerne notre atelier, on peut parler des axes suivants. L'axe 1 de la PONAM qui est de protéger et sécuriser les migrants. L'axe 3, favoriser une meilleure réinsertion des migrants de retour. L'axe 4, valoriser les capacités des diasporas au développement national. Ce sont les axes qui nous intéressent ici dans l'atelier de plus. Il est également membre du comité national de crise chargé du suivi des Maliens de l'extérieur en situation de détresse. Avant de parler investissement et retour, lorsqu'il y a un problème à l'étranger, il faut d'abord faire face à ce problème, essayer de réduire la souffrance de nos compatriotes qui se trouvent dans différents pays où le plus souvent, nous n'avons pas de représentation diplomatique. Mais même lorsque la représentation diplomatique existe physiquement sur le territoire, le personnel est limité et même il n'est pas présent sur tout le territoire. Prenons l'exemple de l'Angola. On sait qu'à la fin de l'année 2018, il y a ce qu'on a appelé l'opération Transparencia. Et cette opération a fait beaucoup de publications dans les réseaux sociaux, mais grâce à ce comité de crise qui a pris en charge la gestion de cette crise au niveau local dans toutes les provinces de l'Angola qui compte 38 régions, les conseils de base en lien avec la mission diplomatique et consulaire et le ministère des Maliens de l'extérieur ont pu gérer la situation pour rapatrier ce qui devait l'être et faire en sorte pour que les biens des autres soient protégés. Le Haut Conseil aussi est présent dans différents dispositifs qui prennent en charge les volets insertion, assistance, accueil et orientation dans les pays de résidence ainsi qu'au Mali. La diapositive suivante, s'il vous plaît. Vous voyez sur cette photo l'accueil du dernier arrivage de la Libye. Et vous voyez le ministre, non pas le dernier, c'est l'avant-dernier.
Voilà, vous voyez le ministre qui accueille les migrants de retour de la Libye. Et la photo qui est à votre droite, c'est une rencontre avec les migrants entre le secrétariat exécutif du Haut Conseil des Maliens de l'extérieur et un contingent de Maliens de retour. La diapositive suivante, s'il vous plaît, 9. L'accompagnement des porteurs du projet. L'accompagnement des porteurs de projet commence avec les campagnes d'information et de sensibilisation des investisseurs potentiels de la diaspora malienne sur les potentialités et les conditions d'investissement. Parce qu'il y a beaucoup de Maliens qui quittent leur région d'origine ou bien leur village d'origine sans savoir qu'ils peuvent, en menant des activités à différents niveaux, que ce soit dans le domaine de l'agriculture, de l'élevage, de l'artisanat, je m'arrête là, qu'il y a des potentialités sur lesquelles ils peuvent très bien faire. Aujourd'hui, avec les services de l'État au niveau de différentes collectivités territoriales, on peut trouver la liste des créneaux porteurs. Donc, il faut faire véhiculer cette information et surtout les conditions d'investissement. Souvent, il y a des particularités où on peut avoir certaines exonérations pour les Maliens de l'extérieur. Mais beaucoup de personnes ne le savent pas. Il faut mener une campagne de sensibilisation pour le faire savoir. Elle se poursuit aussi en faveur de mesures incitatives, comme on l'a dit, dans le code des investissements. Peut-être on va aborder plus loin cette question-là dans les contraintes. Bon, il y a aussi l'appui au montage du projet. Il y a souvent des gens qui n'ont même pas besoin de financement, mais qui ne savent pas par où commencer, qui ont leur propre financement, surtout les Maliens établis généralement en Afrique, qui sont des commerçants, qui peuvent avoir des surfaces financières, mais le plus souvent ont besoin d'accompagnement dans le montage de projet, dans la formation, parce que le plus souvent aussi, ils peuvent intervenir dans les secteurs pour lesquels au préalable, ils n'étaient pas préparés. Il faut les aider à faire ça. Et donc, il faut des dispositifs pour les aider à le faire. Il y a aussi la mise en relation avec les partenaires potentiels, soit au niveau financement, soit au niveau du développement de l'entreprise, notamment le ministère des Maliens de l'extérieur. Je me suis arrêté seulement au département qui a beaucoup de services et que je n'ai pas cité par économie, l'AFD, l'OFI, le CTC Co-développement, le CIGEM, le TOCTEN, la pêche, l'OIM qui intervient principalement dans la réinsertion de migrants de retour volontaires entre guillemets, le ministère de l'économie et des finances, les banques, les organisations de la société civile, il y en a plusieurs. Et on fait aussi la promotion des mesures incitatives et la levée des blocages administratifs injustifiés. Souvent, les dossiers pour passer d'un service à l'autre, bon, ils prennent de retard dans un tiroir. Il faut chercher la cause. Et si c'est un blocage injustifié, souvent le ministère des Maliens de l'extérieur est saisi par le Haut Conseil pour faciliter les formalités administratives nécessaires. La diapositive 10, s'il vous plaît. Par 10, hein? Oui, la diapositive 10, concernant les stratégies de communication qui sont utilisées par le Haut Conseil des Maliens de l'extérieur pour véhiculer les messages, ce sont essentiellement les canaux institutionnels, c'est-à-dire les rencontres. S'il s'agit de sensibiliser les décideurs, tels que le gouvernement, les services techniques, l'administration, l'Assemblée nationale, etc., ça c'est les canaux institutionnels. Les médias, les différents médias audiovisuels, écrits, etc., les réseaux sociaux. Les canaux sociaux professionnels, on a organisé plusieurs forums, le Forum des opérateurs économiques maliens de l'extérieur en 1996, le Forum des investisseurs maliens de l'extérieur en 2010, le Forum des jeunes, lui, on l'a pas, c'est pas le département des Maliens de l'extérieur qui l'a organisé, mais le gouvernement, c'est un tout, c'était le ministère de la jeunesse à Ségou, mais la jeunesse de la diaspora y a participé à hauteur de souhait. Il y a des recommandations dans le sens des investissements. Il y a le Forum des femmes co-organisé avec le ministère des Maliens de l'extérieur
Il y a les rencontres d'affaires telles que ce qui s'est passé ici à Bamako concernant, comment dirais-je, la foire des industries avec le ministère des Industries. Il y a les rencontres commerciales entre différents partenaires. Vous avez ici une diapositive de Nyeleni, des Maliens de l'extérieur. La diapositive suivante, 11 s'il vous plaît. C'est une femme battante malienne de l'extérieur qui a les pieds, dont les pieds ont été mis sur l'étrier avec le concours du Haut Conseil des Maliens de l'extérieur, du ministère des Maliens de l'extérieur. Elle fait la transformation des produits agricoles basés à Sikasso, mais aujourd'hui, ces produits sont internationaux, vendus au Mali et à l'extérieur du Mali. Ce sont des types d'engagement, une Malienne de Côte d'Ivoire. Ce sont des types d'engagement qu'il faut encourager pour les investisseurs individuels. La diapositive suivante, s'il vous plaît, 12. Ici, vous voyez un ensemble de femmes revenues de Libye qui ont bénéficié d'une formation grâce à la collaboration du TOC10. Le TOC10 qui est un des partenaires majeurs du Haut Conseil des Maliens de l'extérieur en matière d'appui, formation, etc. Pas que du Haut Conseil des Maliens de l'extérieur, parce que les activités du CIG, du TOC10 aujourd'hui évoluent dans plusieurs départements, ministère de l'Éducation, ministère de la Santé, ministère de l'Agriculture, ils font beaucoup de choses. La diapositive 13, s'il vous plaît. Ici, c'est l'apprentissage pour les femmes revenues de Libye pour faire du savon. Voilà, c'est une des activités génératrices de revenus. C'est des femmes qui sont revenues très souvent dans les conditions difficiles, revenues sans leur mari quelquefois, avec des charges familiales qui n'ont pas assez de ressources pour subsister. Une petite activité à l'échelle familiale telle que la fabrication des savons peut constituer une source de revenus pour elles. Ici, c'est une photo de cette diapositive. La diapositive 14, s'il vous plaît. Bon, ici, vous avez une visite des cages flottantes à Doussounkani. On l'avait effectuée avec le ministre Yaya Sangari. C'est une initiative qu'on peut répliquer ailleurs. Il y a de l'eau. Le Mali dispose de grands cours d'eau, le fleuve Sénégal, le fleuve Niger et de nombreux lacs qui peuvent être mis en valeur pour faire la pisciculture. Ce n'est qu'une activité parmi tant d'autres. Voilà, ici, vous avez des experts du ministère des Maliens de l'extérieur, du CTC Co-Développement qui faisait partie du voyage. Je pense que ce projet de Doussounkani, près de Kaï, est un projet à démultiplier partout au Mali pour peut-être dans quelques années se passer de l'importation des poissons de la mer. On sait que les poissons d'eau douce sont beaucoup plus appréciés par les Maliens que les poissons de mer. La diapositive suivante, s'il vous plaît. Ici, c'est avec l'Auguste Assemblée nationale. Très souvent, on nous appelle là-bas pour les questions-réponses et très souvent aussi, on vient les consulter ou bien plaider pour les questions des Maliens de l'extérieur. Voilà, c'est une ancienne photo d'une ancienne rencontre et la dernière rencontre qui date pas qui date que de quelques semaines ou bien de quelques jours. La diapositive 16, s'il vous plaît. Voilà, donc les contraintes maintenant. Je pense que parmi les contraintes, on ne peut pas toutes les énumérer. C'est la faible prise en compte des questions migratoires dans les politiques sectorielles de l'État et des collectivités territoriales. La question migratoire, c'est vrai que la PONAM, elle existe, mais chaque secteur de la vie de la nation doit impliquer les questions migratoires. Point de vue santé, énergie, point de vue surtout au niveau local, parce que la plupart des migrants sont d'origine rurale. Dans les collectivités territoriales, le plus souvent, les plans de développement économique, social et culturel ne comportent aucune disposition sur la migration, ni sur la sensibilisation, ni sur la protection, ni sur la réinsertion, ni sur l'intervention des migrants. Le plus souvent, l'intervention des migrants se fait à tort et à travers. Chacun veut avoir son école, chacun veut avoir son dispensaire, chacun veut avoir son barrage, alors que si dans la préparation, dans la programmation des plans de développement économique, social et culturel,
des collectivités décentralisées. Si on consultait les migrants, s'il y a une coopération entre les migrants et les élus, ils peuvent faire des plans qui prennent en compte les aspirations des uns et des autres. Et en ce moment, les interventions des migrants seront des interventions qui sont cohérentes avec les politiques locales, qui seront cohérentes avec les politiques nationales. Vous voyez, aujourd'hui, lorsqu'un migrant en difficulté revient à Bamako ici, lorsqu'il regagne son bercail, l'accueil et l'accompagnement s'arrêtent là. Il n'y a plus rien à faire. Et voilà, ça, il faut l'éviter. La deuxième contrainte, c'est la timidité des mesures incitatives dédiées à la diaspora malienne. Je parle ici sous le contrôle du conseiller technique M. Salia Traoré. Il sait bien de quoi je parle quand je parle du programme Diaspora, qui avait fait rêver les Maliens de l'extérieur, avec les partenaires du Mali, qui voulait être une mesure incitative pour les Maliens qui veulent investir au Mali, pour les dire que vous êtes chez vous, non seulement vous êtes investisseur, mais aussi vous avez une fibre patriotique. Un Malien qui investit au Mali, c'est vrai qu'il cherche d'abord le profit, mais il a une fibre patriotique. Et cette fibre patriotique lui permet de surmonter beaucoup de problèmes. Il n'ira pas au premier coup de feu. Il va rester. Et ce qu'il va avoir, les retours sur l'investissement qu'il va avoir, va profiter aux Maliens, va profiter à sa famille, à ses voisins. Tandis qu'un investisseur étranger, on a besoin d'eux, on a besoin de l'investissement des étrangers, mais c'est très différent. Pour eux, c'est le profit d'abord. Donc c'est pourquoi on avait pensé qu'un code d'investissement qui prenne en compte la spécificité des Maliens de l'extérieur, comme ça se fait dans les autres pays, il faut le faire au Mali. Il faut résister à la pression des multinationales qui ont des lobbies et dans les organisations internationales qui empêchent la prise en charge de ce type de mesures. La troisième contrainte, c'est l'augmentation des retours non souhaités. Si je dis retours non souhaités, ça veut dire qu'aujourd'hui, on a des retours dits volontaires. Bon, quelqu'un qui se trouve aujourd'hui en Libye, dans des circonstances de la Libye, s'il revient aujourd'hui, est-ce qu'on peut le dire volontaire? Volontaire. C'est volontaire, c'est vrai. Il a choisi de s'inscrire dans un programme de l'OIM pour sauver sa vie. Mais est-ce que vraiment c'est volontaire? Non, ce n'est pas volontaire. C'est parce qu'aujourd'hui, l'Union européenne a déplacé ses frontières en Afrique. Et ce déplacement de frontières, ces mesures sécuritaires font aujourd'hui qu'il y a des retours très massifs de tous ceux qui partent par la voie irrégulière. Et ça fait beaucoup de choses et les choses ne vont qu'augmenter. Entre 2013 et 2018, on a enregistré 21 816 retours. Et en 2019, au début de l'année, j'ai mis ici un chiffre de 3 670, mais lorsque j'ai vérifié mes sources ce matin, je me suis rendu compte, j'ai omis d'inclure les retours entre le 10 juin et aujourd'hui, qui sont autour de 460. Les chiffres que j'ai donnés ici, c'était des chiffres qui datent de 10 juin. Et de 10 juin à nos jours, il y a 400 autres personnes qui sont venues. Donc, ce qui veut dire que le rythme est encore plus fort ces dernières années, surtout en provenance de l'Algérie. La Libye, on en parle, ça vient de beaucoup d'autres pays, mais le cas algérien est le cas le plus fort parce qu'eux, ils transitent par le Niger, les retours sont très forts. C'est une contrainte non seulement pour l'OIM, mais c'est une contrainte pour l'État aussi parce que soutenir 100 personnes, c'est possible. 200, c'est possible, 500, c'est possible, mais lorsqu'on arrive à des centaines ou à des milliers de personnes, ça devient plus compliqué. L'autre contrainte, c'est le manque de qualification des migrants de retour. Le plus souvent, aujourd'hui, dans le programme de réinsertion de l'OIM, on demande une certaine qualification. Le financement des activités commerciales, etc., artisanales, ont cessé parce que l'évaluation a été faite. Il a été décidé par les organismes de financement d'orienter vers la formation. Bon, la plupart du temps, les gens ne sont pas très formés pour exercer certains métiers. L'avant-dernière contrainte qu'on a voulu mettre en exergue ici,
c'est la faible capacité de financement des projets au regard des besoins exprimés. Voyez-vous, lorsqu'on parle de 21 000 retours, 21 800 retours, en prenant en compte, par exemple, les retours de cette année, près de 25 000. Près de 25 000, nous avons à peu près moins de 500 projets qui ont été financés. Ça veut dire que le besoin entre les personnes qui sollicitent l'appui et les personnes qui bénéficient du financement, il y a un écart énorme. Il y a un écart énorme entre ces deux-là. Et surtout encore pour ce qui concerne le fonds dit fonds fiduciaire, la gestion de ce fonds dans son volet réinsertion est majoritairement confiée à des organisations internationales ou bien à des organisations non gouvernementales non maliennes. L'État malien, la société civile malienne n'a pas tellement été impliqué dans la gestion de ces fonds de retour, notamment ce qu'on appelle le fonds de la Valette. Il y a aussi la dernière contrainte qui est le manque de suivi, évaluation des programmes d'accompagnement existants. Bon, quand on appuie quelqu'un, il faut toujours avoir à l'œil ce qu'il a fait, là où il a réussi, là où il a eu des difficultés à avancer, là où il y a des échecs, pour en tirer une leçon. Voir comment est-ce qu'il faut accompagner la personne à recommencer, parce que le succès ne vient pas du premier essai, ça peut venir du dernier essai. Il faut suivre l'activité et accompagner la personne. Or, en dehors de l'OFI, le programme de l'OFI, les autres dispositifs d'accompagnement, d'évaluation sont très faibles. Maintenant, nous en venons à la 17e diapositive, qui sont les recommandations que nous soumettons à votre examen, à votre analyse. C'est notre point de vue, ce ne sont pas des recommandations à prendre comme telles, mais nous souhaitons qu'elles seront enrichies. Celles qui seront pertinentes peuvent être retenues et celles qui ne le sont pas, nous ne sommes pas tenus de les adopter comme telles. La première recommandation que nous soumettons à votre appréciation, c'est de prendre en compte les questions migratoires dans les politiques sectorielles de l'État et dans les collectivités territoriales. Et les PDSEC, il y a eu une initiative heureuse, une coopération entre le ministère des Maliens de l'extérieur, l'AFD et certaines communes du Mali. Il y a eu une expérience d'implication des migrants dans l'élaboration des plans de développement économique, social et culturel. Un guide en est sorti, mais le document n'a pas été très bien vulgarisé. Il dort dans les tiroirs. Plusieurs autres communes pouvaient en bénéficier. Peut-être même si les communes n'ont pas la même configuration, n'ont pas le même rapport avec la migration, n'ont pas les mêmes spécificités, mais les points positifs peuvent être capitalisés. Ça, c'est la première recommandation. La deuxième recommandation, c'est d'encourager un mécanisme alternatif en faveur des investisseurs issus de la diaspora, à l'instar du programme Diaspora, initialement prévu dans le Code des investissements. Bon, ce document, il a fait son parcours. Le Haut Conseil des Maliens de l'extérieur a été un des éléments de participation. C'est ici le lieu de saluer la persévérance de M. Traoré, Salia Traoré, conseiller technique au ministère des Maliens de l'extérieur. Je pense que lors des réflexions sur l'élaboration de ce programme Diaspora qui devait être inséré dans le nouveau code d'investissement, il a mouillé le maillot. Nous tous, on a fait ce qu'on a fait, mais finalement, on est resté sur notre faim. Paraît-il qu'il y a eu des gens plus forts que nous qui sont venus comme un éléphant dans un magasin de porcelaine. Le troisième, c'est étendre les interventions de réinsertion de l'OIM à tous les migrants de retour. Parce que qu'est-ce qui se passe actuellement? Actuellement, s'il y a des migrants de retour, s'ils ne sont pas dans le dispositif de l'OIM, ils ne sont pas pris en charge dans le dispositif en ce qui concerne non seulement l'appui en frais de route pour regagner leur domicile, mais aussi en termes de réinsertion. Or, nous ne voulons pas faire de distinction entre les Maliens. Que quelqu'un vienne à travers un programme financé par l'Union européenne, qu'il vienne dans un autre dispositif, il doit être aussi assisté.
tous les Maliens ont droit à l'assistance. Nous continuons à plaider que normalement, l'OIM, comme il le fait dans les autres pays, il doit prendre en compte les migrants qui viennent dans d'autres dispositifs qui ne sont pas initialement dans le dispositif de l'OIM. Ou si ce n'est pas possible, c'est de continuer avec le programme d'assistance du ministère de l'Action humanitaire, qui le faisait avant, mais peut-être pour des limites budgétaires et en tenant compte de ce qu'on a dit plus haut, l'augmentation des retours ne peut plus faire face aux frais de transport. Mais lorsque le gouvernement fait des efforts pour rapatrier les Maliens, le même effort doit être poursuivi pour que la personne puisse arriver à son lieu de résidence habituel. Et sinon, on amène quelqu'un, on le rapatrie de l'Angola jusqu'à Bamako, ou bien on le rapatrie du Niger jusqu'à Bamako, arriver à Bamako pour regagner Sikasso, et pour regagner Kaï, ça reste un problème. Donc, nous devons réfléchir ensemble comment est-ce qu'il faut résoudre ce type de problème. La dernière recommandation, c'est inciter systématiquement sur le volet suivi dans les mécanismes de financement, d'accompagnement des projets. Il faut les intégrer. Lorsqu'on finance un projet d'insertion des migrants, un projet de financement d'une nouvelle entreprise, il faut que dans le financement, qu'il y ait un dispositif de suivi qui puisse permettre la pérennité de l'activité. Et la 18e diapositive, ici, c'est une diapositive, c'est deux photos. Celle de gauche, elle est la dernière, c'est avant-hier, c'est des Maliens expulsés de la Mauritanie. Et voilà, je ne voulais pas citer le nom, mais voilà un cas, c'est des Maliens expulsés de la Mauritanie qui sont arrivés avec l'appui du gouvernement malien, du ministère des Maliens de l'Extérieur. Voilà, ce que je disais plus haut déjà, c'est-à-dire faire en sorte pour que le dispositif de retour prenne en compte également le rapatriement au village d'origine reste entier. La diapositive de droite, c'est une diapositive lorsqu'on rencontrait les Maliens expulsés d'Algérie. Imaginez des gens qui sont déjà à l'aéroport, qui ont leur titre de voyage, qui doivent venir au Mali, qui sont sur le vol. Ils sont débarqués du vol pour dire qu'ils sont en situation irrégulière. On les prend, on les amène dans un centre de rétention et on les fait revenir par route, par le désert en passant par le Niger. Ça ne répond à aucune logique. Ça ne répond à aucune logique, sauf la logique de déprimer la personne, de le déposséder de ses biens et voilà, de le faire revenir avec tous les risques, de le faire revenir 2 mois plus tard à Bamako. Ce sont des choses, nous sommes des pays amis, c'est vrai. Nous avons des rapports particuliers, c'est vrai, mais lorsque les rapports arrivent à un certain niveau, il faut dire aux partenaires que nous ne pouvons pas accepter de tels comportements. Parce que quel que soit le statut de la personne, c'est une personne humaine. Un migrant est un homme d'abord, est un humain, qu'il soit indépendamment de son statut. C'est vrai que ceux qui n'ont plus le droit de rester dans un pays doivent regagner le Mali, ça nous l'acceptons, mais il faut respecter les droits des gens. La personne qui est déjà à l'aéroport, pourquoi encore le ramener dans un centre de détention? Voilà donc, mesdames et messieurs, je vous prie d'être indulgents pour les imperfections que vous aurez constatées dans la présentation et je vous remercie de votre aimable attention. Merci beaucoup, Sylvain. Une présentation très riche de qualité et un document bien fourni. Un document très efficace. On a discuté et il est revenu sur la présentation du Haut Conseil de Mali en donnant un chiffre, le nombre de Maliens aujourd'hui vivant à l'étranger. Il a parlé également des transactions bancaires qui s'élèvent jusqu'à 538 milliards selon la BCEAO entre 2015 et 2017. Également, il a parlé de certains axes dans lesquels ils interviennent dans le cadre de la CONA. 3 axes. L'accompagnement également des porteurs de projets à travers la sensibilisation, l'information, des événements
pour alléger certaines contraintes et il a fini par faire des recommandations dont je trouve personnellement très pertinentes. Donc, honorable député, si vous avez des questions de compréhension, vous avez la parole pour des questions de compréhension, d'abord sur le document, et ensuite nous allons entrer dans les discussions. Oui, M. Samuel.